Nous allons à présent poursuivre cette journée avec le panel centré sur la mobilité internationale, un pont entre l'Afrique et la France pour une hospitalité durable. Un thème évidemment aux enjeux multiples, mais la question qui nous intéresse aujourd'hui est celle de la formation professionnelle et de l'emploi. Deux domaines qui vont connaître une ampleur majeure puisque en Afrique, la population jeune devrait doubler pour atteindre 830 millions d'ici 2050 selon l'OCDE. La même année, la population en âge de travailler du continent, c'est-à-dire les 15-64 ans, passera de 849 millions en 2024 à 1,56 milliard, ce qui représente 85% de l'augmentation de la main-d'œuvre mondiale. Ce dynamisme à la fois démographique et académique fait de l'Afrique un acteur central de la mobilité internationale. Au vu de ces chiffres, elle peut aussi devenir un véritable moteur d'accès à l'emploi et un levier de réduction du chômage des jeunes. Au-delà des opportunités professionnelles, elle contribue aussi à renforcer les partenariats entre les États, comme en témoignent les échanges étudiants entre l'Afrique et la France. La France reste de loin la première destination des étudiants subsahariens. Ils étaient 64 000 en 2021, soit 14% du total régional. Et ces échanges sont tout aussi importants entre le Sénégal et la France. En 2023-2024, 17 000 étudiants sénégalais sont venus en France, selon Campus France. Cette mobilité a augmenté de 37% entre 2018 et 2023. De par ce dynamisme positif dans le domaine académique, l'enjeu est désormais d'étendre cette impulsion au champ professionnel. Comment la mobilité internationale peut-elle devenir aujourd'hui un véritable levier de formation, d'emploi et de coopération économique entre l'Afrique et la France, et surtout dans quelles conditions peut-elle répondre efficacement aux besoins croissants de compétences et d'insertion professionnelle des jeunes en Afrique, notamment dans un secteur clé comme l'hôtellerie où la demande en main-d'œuvre qualifiée ne cesse d'augmenter, en particulier en France. Pour répondre à ces problématiques, j'ai en face de moi 5 panélistes. Sophie Canu, adjointe de direction d'hôtel, Marie-Bernadette Hay, formatrice en orientation active, professeure d'université, Ami Dosso, directeur de l'hôtel Première Classe Gennevilliers, Sylvain Pagési, entrepreneur, restaurateur aux commandes de la chaîne de restauration La Scaletta, et enfin Biram Gay, professeur d'université et de grandes écoles. Merci à vous cinq pour votre présence. Ensemble, nous allons Allô, allô. identifier les bonnes pratiques à retenir pour renforcer la réussite des prochaines promotions. Des échanges qui doivent par ailleurs aboutir à des recommandations concrètes, à savoir un manuel du tutorat, un rapport final de 10 pages qui sera remis aux écoles, aux hôtels et aux institutions partenaires. Nous commençons donc ce panel avec les bases managériales, à savoir l'intégration des stagiaires et leur montée en compétences. Et pour ce faire, j'appelle donc Sophie Canu. Bonjour à toutes et à tous. Enchantée de faire partie de ce panel aujourd'hui. Je suis donc adjointe de direction depuis 15, 16, 17 ans, avec un parcours dans la restauration pure et dure, donc dans le domaine touristique, en saison à l'année en fait, à Chamonix. Alors tout d'abord, voilà, pour me situer. Quelle belle expérience. C'est la première fois que je participe à un panel de ce genre, ayant compris aujourd'hui que c'était la première fois que ce genre de panel avait lieu. Je ne sais pas parler dans le micro. Avoir les points clés. Tout d'abord, la France a un rôle à jouer. C'est une nécessité, un besoin dans un secteur en tension, donc le secteur de l'hôtellerie-restauration, n'est-ce pas? Surtout dans un pays aussi touristique que la France. Donc on doit se montrer volontaire
en tant que professionnel du tourisme. Mettre de la bonne volonté dans l'accueil et la formation et s'adapter afin de garantir une intégration complète dans l'équipe. Je relèverai 3 axes, 3 rituels à appliquer dans ces échanges. Tout d'abord, un premier temps dédié à l'observation de la part du stagiaire. Observation, temps durant lequel l'équipe doit se montrer à l'écoute et à la disposition du stagiaire pour toute question, ce qui permettra d'accéder à la mise en application des connaissances et conseils plus sereinement. D'abord sous la supervision d'un formateur, ce qui mène à un réel travail en binôme, d'où l'importance de se montrer volontaire. Nous, hôteliers, restaurateurs, etc., etc. Excusez-moi, je suis un petit peu... Je remets mes lunettes quand même. Ok. Alors, ensuite, dans ces axes, donc il y a un temps d'observation qui peut durer 1 semaine, même plus rapide. Après un temps où on échange en binôme. Et un troisième temps, une troisième semaine, où en fait, la personne devient autonome, à part entière. Sachant que j'ai découvert donc ces jeunes gens, particulièrement une stagiaire qui avait déjà toutes les capacités pour tenir un poste en restauration. Le savoir-être, le savoir-faire qui m'ont surpris d'un premier abord. Ça dépasse les attentes, ça dépasse vraiment les attentes, sachant que dans notre domaine, on a beaucoup de mal à recruter aujourd'hui. Des gens stables, compétents, courageux, ponctuels, intègres. C'est des valeurs très importantes dans ce métier, vraiment très très importantes. Donc voilà. Donc la capacité d'adaptation, d'anticipation face aux situations concrètes rencontrées, mise en place d'un service, résolution de problèmes pour une expérience client de qualité, savoir répondre à des doléances comme à des compliments, etc., etc., etc. La polyvalence, indispensable aujourd'hui. On ne peut pas rester que dans un secteur, surtout quand on veut monter en grade, entre guillemets. On peut faire de l'événementiel, des anniversaires, des réceptions de groupe, etc., etc. La conclusion, ça serait que c'est un échange totalement satisfaisant du point de vue professionnel et humain. Des leçons à en tirer du côté de l'équipe qui a pris conscience de l'apport d'une telle expérience. En 6 mois, une facilité d'adaptation, un savoir-faire et je répète ça parce que pour moi, ce sont des valeurs essentielles dans ce métier. Donc une telle expérience est du côté du stagiaire dont le professionnalisme va nous manquer. Parce que ce stage-là se termine et moi je sais que ça m'a apporté énormément pour le côté professionnel, voyant des jeunes motivés, etc. Et humain parce qu'il y a des valeurs qui sont le respect, les valeurs humaines qui se perdent un petit peu en France, hélas. Merci à vous et continuez et step by step, mais vous irez loin. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sophie. Peut-être une petite question à vous, mais aussi ouverte aux panélistes. Quels seraient pour vous les 3 rituels d'intégration qui permettraient à un stagiaire d'avoir une autonomie en moins d'1 mois? Alors donc, une assiduité déjà dans l'observation. Le fait de ne pas avoir peur de poser des questions. Moi, là-dessus, il n'y a pas de bête question. On peut être timide, on peut avoir peur, on peut toujours poser des questions, même les plus bêtes qui nous paraissent. La curiosité, très important. C'est très très important. Voilà, la curiosité, merci. Ensuite... Les valeurs dont vous avez parlé tout à l'heure. Voilà, tout à fait, les valeurs. En fait, c'est un métier passion aussi. C'est-à-dire que si on n'aime pas le contact client, si on n'aime pas se rendre disponible pour des clients, les clients nous apportent énormément. C'est l'expérience client qui fait que notre métier est solvable, entre guillemets. C'est très très important. Le client, c'est lui qui nous paye, c'est lui qui nous fait grandir, c'est lui qui... Voilà. Donc ça, c'est important aussi, ce respect, cette conscience des valeurs de cette profession. Justement, ce qui manque en France aujourd'hui,
Je pense que nos jeunes, entre guillemets, attention, il y a peut-être justement ce manque de valeur, d'investissement. Je ne dis pas qu'on est corps et liés à notre profession, mais c'est un métier qui demande un peu plus que d'autres peut-être, je ne sais pas. Moi, pour C'est moi, c'est pour un ça métier qu'il y a passion. autant de manque de main-d'œuvre, selon Je vous pense que aussi? ça joue effectivement la contrainte aussi des horaires. Mais sachant, moi, durant mes années d'expérience, entre guillemets, j'ai vu le métier où l'employé est de plus en plus respecté et de mieux en mieux payé, etc., etc. Donc un métier un peu plus reconnu, parce qu'avant, c'est vrai qu'on travaillait dur, machin, machin. Et aussi peut-être les valeurs, comment je dirais, les valeurs en France, on va peut-être être un peu plus ronchon. Ouais, moi, je vais pas faire ça. Oui, mais moi, je vais pas faire ça. Non, non. Là, j'ai eu l'exemple de quelqu'un qui n'a jamais, 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 s'est jamais plaint, a jamais dit non à quelque chose, toujours s'adapter, etc. Et ça, c'est très rare maintenant en France, personnellement. Et je pense que c'est pour beaucoup. Merci beaucoup, Sophie Grosso modo, Canu. voilà, Est-ce que excusez-moi, merci à il y a... vous, merci encore et bonne Pardon? continuation à vous tous. Et merci à Madame le Consul, aux collègues, aux pas collègues, et voilà, on s'est déjà rencontrés, merci infiniment. Merci. Maintenant que nous avons identifié toutes les étapes clés pour assurer une intégration réussie des stagiaires, comment passer de cette intégration professionnelle à la véritable construction des compétences? Pour répondre à cette question, j'appelle donc Ami Dousseau, directeur de l'hôtel Première Classe Gennevilliers. Bonjour à toutes et à tous. C'est un grand plaisir aujourd'hui d'être là. Je commence déjà à dire bonjour à Madame notre consul général qui nous honore de sa présence ici. En disant bonjour à tout le panel, je ferai une mention spéciale de par sa présence ici de notre grand doyen Biran Gueye, qui est un doyen mais qui va toujours refuser ce statut de doyen parce qu'il est encore beaucoup plus jeune que nous tous ici. Mais c'est toujours important quand même de pouvoir apprécier sa présence ici. Vous ne pouvez pas mesurer la chance qu'on a aujourd'hui ici. Donc je dis aussi bonjour et je remercie forcément toute l'équipe de AYOS, qu'elle soit du Sénégal, d'Europe ou de la France, et les partenaires hôteliers. Mais je vais rester surtout concentré, vous m'en excuserez, sur nos 16 panélistes. Parce que qui connaît mon parcours, qui connaît par là où je suis passé et mon statut de polyvalence, parce que j'ai fait 25 ans chez Louvre Hôtel, donc c'est la seule boîte quasiment que je connais dans ma vie, où j'ai occupé tous les postes, du plus bas jusqu'à aujourd'hui directeur d'hôtel de première classe de Gennevilliers. Multi-marque, multi-casquette, avec une passion toujours débordante de formation. Former, donner la chance aux plus jeunes, parce que je pense toujours dans la vie, on peut être différent de tout, sauf que nous sommes tous d'égale dignité dès l'instant que l'envie est là. Alors, donc, aujourd'hui, nous parlerons essentiellement dans ce métier d'hôtellerie qui est dans la dimension opérationnelle, qui se construit forcément dans le terrain et de jour à jour, c'est le savoir-faire et la discipline dans nos équipes. Quand on parle de dimension opérationnelle, forcément, c'est le quotidien d'un hôtel. C'est le moment où la théorie rencontre la réalité, les arrivées imprévues, les départs en masse, les demandes urgentes, les plaintes à résoudre, les chambres à remettre à niveau, une équipe à coordonner, parce que tout ça, c'est à mettre en contribution. Donc l'opérationnel, c'est quelque part notre laboratoire et notre terrain d'entraînement permanent. Cela dit, on parle d'échange et de mobilité au niveau international. Donc forcément, vous n'êtes pas venus les mains vides.
quand vous êtes arrivé du Sénégal. J'ai eu la chance d'être privilégié, d'avoir suivi votre parcours depuis l'aéroport ou bien avant jusqu'à aujourd'hui. Bien sûr, j'ai même suivi les lives qu'il y avait à l'époque où je vous dressais comme des ambassadeurs parce que vous aviez la lourde responsabilité soit de réussir ou de réussir. Si vous me permettez, j'aimerais bien qu'on puisse applaudir ces 16 exercices avec tout ce qu'ils ont fait. Le zéro faute. Le zéro faute, mais sans pour autant, vous n'avez pas été des magiciens. Pourquoi? Parce que qui dit échange, dit culture, dit société, dit civilisation et tout. Dans nos cultures, nous avons deux valeurs qui étaient super importantes dans le passé en tout cas. Jusqu'à aujourd'hui, ceux qui écoutent forcément les anciens en tiennent compte. C'est quoi ces deux valeurs principalement? C'est le jom et le ngor. Qui dit jom, ça veut dire toute cette envie de gagner, tout ce côté où on a besoin de se challenger, parce que derrière chaque récipiendaire ici, il y a une famille, il y a des amis, il y a des gens qui croient en votre projet. Limite, vous ne jouez même pas que pour vous tout seul. Pour l'avoir vécu moi-même, dans d'autres circonstances, à l'université de Dakar, etc., où quand je partais chercher mes résultats, j'avais l'impression d'avoir toute une équipe nationale, tout un pays en fait qui attendait mes résultats. Donc, ce job qui est en vous, pour lequel vous avez été des gens exceptionnels, parce que c'est avec ce job que vous avez pu gérer ce qu'on appelle dans notre métier la polyvalence. Vous avez poussé dans certains cas, parce que bien sûr je vous ai suivi, vous avez poussé la polyvalence parfois même à des niveaux extrêmes, qu'il a fallu même de temps en temps aller recentrer sur votre mission principale parce que vous étiez venu pour apprendre et qu'il ne fallait pas que vous perdiez dans une polyvalence qui finalement allait vous perdre dans votre mission. Donc tout ça, c'était le job qui vous a permis en fait de pouvoir réaliser tout ça. Vous n'êtes pas été des magiciens. Le ngor, justement, c'est toutes ces valeurs qui sont en rapport avec la valeur et qui sont en rapport avec vous, vos comportements, votre adaptabilité dans des situations où vous privilégiez apprendre quand c'est compliqué, vous privilégiez donner dans votre générosité et forcément qu'on puisse, les gens avec qui vous travaillez, bénéficier de toutes vos lumières. Donc pour rentrer dans le vif du sujet, bien sûr, vous pensez que j'avais fini. Le terrain, forcément, c'est un formateur de savoir-faire. Pourquoi? Parce que, de toute façon, l'hôtellerie est un métier où on apprend en faisant. Malheureusement, malgré toutes les formations théoriques que vous pouvez avoir, qui sont indispensables, parce que vous pouvez gagner du temps par rapport à quelqu'un comme moi qui s'était perdu dans des formations scientifiques jusqu'à Bac plus 5 avant de se recentrer dans ce métier. Si j'avais la chance très tôt de prendre le parcours que vous avez, ça se trouve aujourd'hui, j'étais beaucoup plus loin dans ce métier-là. Mais vous avez eu la chance d'avoir cette formation théorique qui a été une formation qui était indispensable, apprendre les standards, la communication, les process, mais c'est au contact des clients que tout cela prend vie. Par exemple, un réceptionniste qui accueille un client, la formation peut forcément lui expliquer théoriquement comment accueillir un client, mais c'est sur le terrain qu'on va apprécier ce client qui est pressé, ce client qui est en colère, un groupe qui arrive en même temps qu'un VIP. Donc, c'est diverses situations qui sont parfois imprévisibles qui construisent la vraie vie professionnelle. Donc, nous avons aussi ce réflexe qui doit venir avec le terrain, comme le coup d'œil hôtelier, et toutes les anomalies qu'on n'a pas prévues, anticiper un rush, un client qui n'est pas satisfait. Tout cela, ce n'est pas dans un manuel qu'on peut l'apprendre manuellement, ça devient de l'expérience. Donc, c'est enfin le terrain qui forge les réflexes. Donc,
au-delà de cela, le terrain à lui-même, c'est toute la discipline qui se crée pendant votre stage professionnel. Dans un hôtel, la discipline est une qualité de fiabilité. Elle se manifeste par la ponctualité. Là, on revient encore sur les valeurs qu'on nous a inculquées naturellement en venant ici. C'est la ponctualité, c'est la tenue, c'est la propreté, les procédures de sécurité à respecter, le timing. Là, par contre, je ne pense pas que c'est une valeur qu'on va ramener ici parce que tout le monde sait ce que ça veut dire l'heure sénégalaise. La preuve, on a commencé une demi-heure toujours, donc ça nous suit partout. Forcément, on a ramené, on a impulsé de par notre dynamisme, de par notre ngor et tout, mais on apprend aussi de la discipline dès l'instant qu'on change de culture et que sans cette culture-là, c'est des valeurs qui sont incontournables parce que on est dans une entreprise où tout est interconnecté. Le housekeeping qui prend du retard, c'est la réception qui fait patienter des clients. Une communication qui se fait mal, une demande importante qui se perd. La discipline, si la discipline se relâche, c'est l'expérience client, tout simplement, qui se dégrade. Le terrain donc apprend aussi à faire une discipline plus subtile qu'on appelle une discipline émotionnelle. Garder son calme, rester souriant en toutes circonstances, même quand c'est très compliqué, même en cas de conflit client, même dans toutes les complications qu'on peut vivre vis-à-vis même des conflits entre collègues, le calme et la sérénité restent toujours des armes professionnelles. Donc c'est toujours pendant ces moments difficiles ou des montées en charge, nous devons toujours en fait construire cette discipline émotionnelle, toujours garder son sourire. Donc c'est un savoir être central dans l'hôtellerie. Ce n'est donc une discipline qui est imposée d'en haut, c'est que de nous-mêmes, on se rend compte que finalement, un client mécontent, on a plus intérêt à sortir du sourire plutôt qu'à rajouter, comme on dit, la meilleure façon d'éteindre le feu, c'est de mettre de l'eau. Donc, une discipline qui est plutôt adoptée. Donc, c'est comme ça, je voudrais un peu partager avec vous cette petite expérience. Si j'avais suivi tout ce que je pensais, tout ce que je voulais partager avec vous, c'est sûr qu'il m'aurait arraché le micro. Donc, je vais juste conclure en disant en fait que le terrain n'est pas seulement l'endroit où on applique ce qu'on a appris, mais c'est tout simplement là où on devient hôtelier. Donc, c'est là où le savoir s'affine, les gestes deviennent professionnels et la capacité d'adaptation se développe. C'est là où la discipline s'ancre, une discipline individuelle et collective qui garantit la fluidité, la qualité et l'excellence du service. Donc, le terrain, finalement, est le meilleur formateur dans notre secteur. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Saul. Si vous pourriez du coup résumer les 3 leviers principaux qui garantissent l'employabilité en fin de stage. L'employabilité, déjà, c'est la flexibilité. Déjà, dans un premier temps, il faut être flexible, il faut être rigide. Il faut se dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans un stade avec un niveau de compétence et de motivation. Il faut rester flexible, ouvert à des propositions, d'une part. Deuxièmement, il faut travailler dans son soi, il faut se connaître soi-même, savoir ce qu'on veut, notre projet professionnel au moins à moyen terme, mais aussi il faut, j'allais dire, s'accepter le droit à l'erreur. Le droit à l'erreur, si on n'est pas conscient qu'on a le droit d'échouer, on ne peut rien tenter dans sa vie, tout simplement. Votre discours coïncidait beaucoup avec celui de Sophie Canu par rapport aux valeurs. C'est très important d'avoir des valeurs. Quelles seraient les valeurs fondamentales pour faire ce métier dans le secteur de l'hôtellerie pour vous? Les valeurs, c'est des valeurs humaines tout simplement. En hôtel, c'est comment on reçoit quelqu'un chez nous, c'est l'hospitalité.
Si on n'est tout pas simplement. capable, la Teranga, tout simplement, justement, Oui, merci, monsieur. Voilà, en c'est tout vrai, cas, le pays on de a besoin de l'hospitalité, lui. oui. Il nous trouve le mot qu'il faut pendant qu'on va chercher jusqu'à demain. C'est cette Teranga, justement, qui, quand on a le sens de l'hospitalité, même si on pense a priori qu'on est incapable de pouvoir résoudre telle problématique, dès l'instant qu'on essaie, qu'on a envie de servir, qu'on a envie de faire briller du bonheur dans le visage de quelqu'un, ça rend utile pour cette personne-là. Très souvent, on réussit notre intégration. Merci beaucoup. La De rien. teranga, ce sera du coup le mot de la fin. Une fois que ces compétences sont acquises, comment, à présent, les déployer à grande échelle? Nous allons poursuivre notre réflexion en adoptant cette fois-ci une perspective entrepreneuriale. Pour ce faire, j'appelle donc Sylvain Pagési au pupitre. En quoi l'entrepreneuriat peut-il favoriser un développement efficace et durable des compétences dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration? Bonjour à tous. Alors, je vais plus vous parler de la restauration. Je suis un peu à contre-courant. J'ai jamais exercé, exploité un hôtel, des restaurants. Donc, le groupe La Scaletta se compose de 12 restaurants, 10 à thématique italienne et deux autres des brasseries traditionnelles françaises. Donc, actuellement, on emploie déjà 12 collaborateurs qui viennent du Sénégal. Ça fait un peu plus de 3 ans qu'on a pu les recruter un par un. Ils se sont donné le filon, se sont tous connus, ils ont fait des études ensemble en école au Sénégal. On a pu recruter des profils capés, donc ils ne viennent pas de zéro, ils sont arrivés avec une maîtrise complète et je vais plus vous parler, parce que ce qui nous pose problème à nous en tant qu'entrepreneurs dans la restauration, c'est le recrutement dans les cuisines. En salle, on arrive toujours à composer et on a un peu plus de flexibilité à recruter, former. Les bases, on les a, on a des process qui sont établis, on prend le temps de former. Mais en cuisine, on ne peut pas tricher. Il y a des normes qui sont très strictes et il y a une technicité qui doit être présente et acquise pendant quelques années de formation. Donc, on a 12 collaborateurs qui viennent du Sénégal, qui sont pour tous en cuisine. Ils sont tous arrivés au statut de cuisinier. Pour certains, ils ont évolué sur des postes avec un peu plus de responsabilité. Et cette année passée, enfin surtout cet été, on a pu faire évoluer 3 d'entre eux en tant que chef de cuisine. Donc ils ont des brigades entre 6 et 12 collaborateurs à emmener. Donc c'est pas rien, c'est preuve de qualité, travail qualitatif de leur part et surtout d'engagement. Euh, on peut compter sur eux quoi qu'il arrive. Tout à l'heure, on parlait de valeurs. Pour nous, il y a une valeur qui est très importante, c'est l'exemplarité. Donc, pour, pour tous ceux qui sont présents dans notre groupe et notamment notre team sénégalaise, ils sont tous exemplaires. Il n'y a pas un jour où, même quand ils sont malades ou quand ça ne va pas, quand ils ont, on va dire, un coup de cafard, parce que le Sénégal leur manque, ils sont présents. Pour exemple, on a eu un collaborateur où sa femme était enceinte, il ne l'avait pas vue depuis 6-7 mois à peu près. Elle était sur le point d'accoucher, ça se passait très mal. Il est resté jusqu'au bout et il a fait le nécessaire de gérer sa vie perso et professionnelle. Il emmenait également, c'est un chef de cuisine, il emmenait toute une brigade. Il a pu mener à bien sa mission avant de repartir et de vivre un heureux événement. Euh, Pourquoi de notre côté c'est rentable et scalable surtout? Je viens de le dire, c'est surtout l'exemplarité. On n'a pas de turnover, très peu de turnover avec ces équipes. Euh, c'est quelque chose qui crée vraiment un déséquilibre quand on passe notre vie à recruter, à former, à perdre des équipes et surtout ça crée beaucoup de turbulences dans les équipes quand il y a moins de personnel. Il faut, en général, c'est pas forcément sur les bonnes périodes, c'est l'été où ça arrive, ou quand on a vraiment des gros rushs avec des jours fériés, des ponts, c'est là où on va avoir des équipes qui nous lâchent. Donc, gros déséquilibre, on leur demande toujours de donner plus aux équipes présentes, et grâce à nos équipes sénégalaises, on ne connaît vraiment pas ce trou d'air
quand on est en plein vol et surtout en pleine saison. Justement, j'aimerais rebondir sur ce déséquilibre. Quand vous êtes en pic saisonnier, quand il n'y a pas assez de main-d'œuvre, comment est-ce que vous gérez tout en maintenant la qualité de service? Alors, la chance que l'on a justement, c'est éviter d'avoir embauché en permanence, c'est d'avoir, on va dire, les bons piliers, surtout dans les cuisines. Je me répète, je suis désolé, mais c'est vraiment le bas blesse la cuisine quand il y a moins de collaborateurs. On ne peut pas assurer des services. On est ouvert, j'ai pas précisé, mais on est ouvert 7 jours sur 7 avec 2 services par jour sur tous les restaurants. Donc, on se doit d'être au rendez-vous. Pour répondre à cette question, on limite le turnover et le fait que nos collaborateurs qui ont fait leurs études en France aient des responsables ou aient une équipe composée de différentes nationalités, ils voient bien que en fait, leurs problèmes sont de tout petits problèmes. Donc on arrive à insuffler une grosse dynamique au sein des cuisines qui est assez importante. Et surtout, encore une fois, l'exemplarité de nos collaborateurs, nos responsables de cuisine. Peut-être 3 outils ou procédures que le modèle peut être étendu, du coup, sans perte de qualité. Ouais, alors en procédure, ça va être le gros du boulot, c'est vraiment de structurer et d'avoir un suivi managérial très régulier. On a mis en place des mentors, on a la chance d'avoir le premier Sénégalais qui nous a rejoint dans le groupe il y a 3 ans, qui s'appelle Somaley, qui a pris la tête et qui est devenu mentor de cette équipe de Sénégalais. C'est lui qui compile et qui est vraiment au plus proche de toutes les équipes. Alors il y a beaucoup de visio parce que lui-même est chef de cuisine d'un des restaurants, mais il arrive à emmener toute cette équipe et nous faire part des déséquilibres qu'il peut y avoir, parce que c'est pas toujours tout rose hein, dans les établissements, et dès qu'il y a un problème, on a une remontée. Donc les documents, c'est pas forcément documents, mais c'est une mise en place d'un suivi managérial très régulier. Donc on a des points mensuels, bimensuels. Parce qu'en fait, d'une semaine à l'autre, tout va bien, et une semaine après, ça va beaucoup moins bien. Euh, on a créé un référentiel de compétences qui permet justement de maintenir en fait nos équipes en éveil avec des objectifs à tenir, donc au mois le mois, avec une récompense financière bien sûr. Parce que de toute façon, Des primes, du coup. des primes exactement, on y trouve tous un intérêt là-dedans et il faut pouvoir motiver les équipes. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci à vous. Qui dit performance opérationnelle dit aussi formation, certification et valorisation des acquis. Marie-Bernadette Hay, vous êtes formatrice en orientation active à l'université. Merci de venir me rejoindre. J'aimerais vous demander comment, du coup, transformer cette expérience opérationnelle en compétences reconnues, en diplôme. Bien, bonjour, merci de m'accueillir. Merci Madame la Consul, c'est un honneur aussi de vous connaître. Merci chers panélistes, et j'ai la chance d'être entrée dans ce projet. Il fait suite à une longue histoire et je dois dire que pour répondre à votre question, je me suis interrogée au début du projet parce que je ne voulais pas que ce soit uniquement des stages, comme l'a démontré JB, qui est une orientation économique apportant à des entreprises des perspectives d'embaucher à moindre coût. Et pour moi, c'était extraordinaire de pouvoir défendre ce projet, sachant que les stagiaires allaient être rémunérés et que cette montée en compétences allait pouvoir être validée à terme dans une démarche de qualité et qui était soutenue par un organisme référencé Calliope. Je ne me serais pas engagée dans ce second projet puisqu'il fait suite pour moi au projet Overstep dans lequel j'ai été investie pendant 5 ans. Et
je me suis vraiment interrogée parce qu'en fait, on ne peut pas parler de reconnaissance des compétences avec une certification dans le cas présent, mais d'une formation qualifiante. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans dans une reconnaissance de compétences, soit elle est diplômante ou elle est certifiante avec des certificats de qualification professionnelle. Et dans le cas présent, elle est adossée à la formation reçue à l'École nationale hôtelière et à ce qui a été décidé avec Genesis pour attribuer à chacun d'entre vous un certificat de qualification. On ne peut pas parler de diplôme aujourd'hui, dans le cas présent, mais moi je vais aborder avec vous qu'est-ce que vous souhaitez dans l'avenir, dans vos montées en compétences et dans vos certifications futures. Comment je peux dire, excusez-moi. La compétence pour moi était importante parce qu'en fait, pour tout vous dire, moi je viens du milieu professionnel au départ en entreprise, donc j'ai travaillé 18 ans en entreprise comme assistante de direction et ensuite je suis rentrée dans l'enseignement et lors de ma formation, j'ai voulu me professionnaliser parce que j'étais en lycée professionnel, je n'avais pas de diplôme universitaire au départ lié à l'éducation. Et j'ai eu une professeure extraordinaire en sciences de l'éducation qui s'appelle Madame Swat Zawani-Donou et qui travaillait la compétence. Et j'ai découvert à travers les travaux de Philippe Zarifian ce qu'était la compétence. Vous avez beaucoup parlé de polyvalence aujourd'hui, même dans vos oraux. Et moi, ce qui m'interpelle dans la compétence, c'est la gestion des aléas. C'est-à-dire comment nous nous adaptons tous quand quelque chose d'inattendu surgit et auquel cet attendu, nous devons y répondre, mais quand nous y répondons, c'est avec ce que vous avez dit, vos valeurs, votre adaptation et la résolution des problèmes. Et pour moi, dans vos nombreux oraux, j'ai pu constater cela. Vous avez pu gérer des aléas, même quand vous ne formuliez pas le mot. La question de la polyvalence que vous exprimiez sous-tendait cette capacité que vous avez eue à démontrer vos compétences. Et ça, je voulais vous en féliciter, si je puis me permettre, parce que c'est vraiment adossé cette transformation que tu as citée d'ailleurs dans le discours qui relève de votre coopération d'hier soir. Et en fait, vous avez vécu cette transformation de vous-même, la transformation de ce que vous saviez faire, des savoirs, parce que la compétence, elle est faite de 3 éléments. Des connaissances que vous avez, qui sont soit des connaissances académiques, des connaissances culturelles, des connaissances familiales, qui vous ont appris beaucoup de choses. Après, vous avez tout ce qui est les savoir-faire, ceux que vous aviez déjà reçu, démontré lors de stages, par exemple à Dakar, et tout ce que vous avez acquis, notamment avec le numérique ici, la gestion de la qualité ou d'autres éléments. Et vous avez développé vos savoir-être. Et ça, le savoir-être, c'est la 3e partie de la compétence et qui n'était pas vierge, hein, puisque vous aviez tous ces acquis avant. Maintenant, pour dire comment cette compétence est soutenue, eh bien, elle est soutenue par des éléments de traçabilité, de l'assurance qualité qui a été mise en œuvre par Genesis et IOS. Et il y avait des plans précis pour vous accompagner. Et personnellement, donc j'avais proposé ce rapport d'étonnement au départ, au bout des 15 jours, pour que vous puissiez réfléchir sur l'environnement dans lequel vous étiez immergé et ce que vous aviez observé en point positif, pardon, et éventuellement les premières remarques qui vous venaient pour une amélioration. Et déjà là, votre compétence était déposée sur vos écrits et questionnée à travers vos observations. Et qu'est-ce que je peux dire de plus? Excusez-moi, en fait, cette démarche qualité sous-tendue par Calliope et dans laquelle vous êtes entrés avec tous les partenaires et vos tuteurs, en fait, elle transforme avec vos écrits finaux cette exigence académique en preuve.
Et donc, la preuve pourra devenir certification si vous rentrez dans un autre dispositif. Peut-être en 3 critères, quelle serait la méthode d'évaluation la plus fiable pour mesurer la qualité académique? Ah, pardon, je reprends mes notes parce que là j'ai un peu d'émotion. Pardon. Où est-ce que j'ai mis? Alors pour moi, les premières preuves, c'est la maîtrise opérationnelle face aux tâches confiées. C'est le critère numéro 1. Et ça ne peut être évalué qu'avec les tuteurs et les tutrices, à partir du départ, de l'immersion en stage et à la fin du stage. Ensuite, le critère 2, c'est l'attitude professionnelle, le respect des codes et de la déontologie. Et là, j'aborderai aussi la question de l'éthique, parce qu'on peut parler de l'éthique pour, comment dirais-je, le respect à des valeurs morales, mais le respect à ses propres valeurs, alors que la déontologie, par rapport à l'éthique et à la morale, ce sont des lois qui nous sont imposées, et la déontologie, c'est ce qui est imposé dans le monde professionnel. Et quelque part, on est à la croisée des deux, et pour se trouver soi au milieu de cette éthique qui est importante pour se situer. Et dans cette question de l'éthique, ce que je voudrais dire aussi, c'est comment vous allez transmettre, vous, ce que vous avez reçu, comment vous allez le partager avec d'autres dans l'avenir, parce que l'éthique professionnelle et l'éthique personnelle passent par ce partage futur. Et je suis très, très heureuse aussi parce qu'à Dakar, lors d'Overstep, d'ailleurs là j'ai la joie d'avoir des étudiants qui étaient dans le projet Overstep, qui sont allés à Malte, en Espagne, en Italie, et parmi eux actuellement à Dakar, l'un que j'avais accompagné, eh bien, il vient de réussir le concours de l'enseignement. Et pour moi, je pense que parmi vous aussi aujourd'hui, vous ne le savez peut-être pas encore, vous dirigerez peut-être un jour vers de la transmission. Ça peut être de la transmission dans vos familles, avec les enfants, vous êtes des modèles. Ça peut être la transmission comme formateur. Ça peut être justement un jour passer un concours et conjointement à vos activités, devenir enseignant. J'en ai la preuve là depuis la semaine dernière avec quelqu'un de l'ENFHT. Et ça, pour moi, c'est une grande joie d'avoir croisé le chemin d'un des étudiants. Et le troisième critère, pour moi, c'est les compétences d'autonomie, les prises d'initiative et la contribution à la qualité globale du service. Et je me dis aussi toujours quelles sont vos forces, vos talents que vous ne devez jamais oublier, vos pistes d'amélioration, vos axes de progrès qu'il faut poser. Où êtes-vous à un moment donné et comment vous voulez aller vers l'avenir? Merci beaucoup, Marie-Bernadette Hey, pour cette intervention. Merci. On retient beaucoup cette notion d'éthique, d'exemplarité. Après les méthodes d'évaluation et le développement des compétences, passons à la dimension stratégique et à la vision globale. Pour cette partie, c'est Biram Gay qui va nous éclairer. De quelle manière la gouvernance et les compétences humaines... Alors, on commence en musique, s'il vous plaît. Non lay bege ni ngeen di solo noonu lay solo yéen fi ngeen dëkk foofu laa dëkkee bëgg naa leen une cérémonie de remise de diplôme, c'est la fête. Moi, j'ai été en Amérique du Nord, là-bas, ni ngeen ko bëggee noonu lay demee fa ngeen may seen tuuma foofu lay jubal di ko jubal di ko jubal bëgg naa leen les grands frères, je crois même si vous les avez pas autorisés, ils auraient laissé les chiens arriver pour vous dire que c'est la fête. Donc,
Bravo à vous, Gatche Ngalama. Voilà, moi je m'appelle Biram Gueye, donc je suis donc notre très chère modératrice, que je veux qu'on applaudisse d'ailleurs, hein, parce qu'un panel est réussi, n'est-ce pas? Tout dépend du modérateur ou de la modératrice. Donc moi je suis chef d'entreprise, maintenant retraité, n'est-ce pas Amadou? Mais il n'est pas d'accord, hein, et professeur, université, école de commerce, et aussi dans des écoles d'ingénieurs. J'interviens beaucoup en Amérique du Nord, presque tous les 2 mois, hein, parce que maintenant je suis coopté pour travailler sur les enjeux liés à l'intelligence artificielle dans le sens de la responsabilité. Donc, mesdames, messieurs, bonjour. Madame la consul, bonjour. Chers panélistes, mais surtout mes chers diplômés. C'est à vous que je m'adresse. Je suis profondément honoré. Je suis enchanté de prendre la parole devant vous aujourd'hui en tant que dirigeant international, ayant aussi la chance d'avoir piloté aussi des grands projets ici, comme la Coupe du monde de football France 98, et aussi ayant travaillé avec des compagnies comme Airbus pendant 5 ou 6 ans. Voilà, nous sommes dans un monde aujourd'hui piloté par des projets stratégiques. Je parlerai d'un monde VICA. On a dû vous en parler durant votre formation. Un monde qui est volatile, incertain, complexe et ambigu. On peut schématiser en disant que c'est un monde qui est flou, changeant, incertain. Alors, je suis d'autant plus engagé qu'impliqué dans divers projets dans les 4 coins du monde, sur notre cher continent, l'Afrique, de Dakar à Djibouti et du Caire au Cap. D'ailleurs, il y a moins de 15 jours, j'ai été au Cameroun et on m'a nommé conseiller technique sur l'intelligence artificielle et le digital pour accompagner le CNEF, Comité national économique et financier, donc de la zone CEMAC. La productivité globale des facteurs de production, je ne vais pas revenir dans les cours académiques, mais a été impactée par le changement de paradigme. 29 juin 2007, c'était la sortie de l'iPhone, lancé par Steve Jobs. C'est ce digital-là qui a changé beaucoup de choses. Le digital a apporté l'hyper-personnalisation. Et je suis sûr que vous l'avez expérimenté parce qu'en 2024, nous avons tous, ici réunis et d'autres, généré 149 zeta-octets de données. Pour vous donner des repères, 149 zeta-octets de données, quand on mesure en kilogrammes, on dit des kilos, en millions, on dit des mégas, en gigaoctets, téraoctets, 10 puissance 12, pétaoctets 10 puissance 15, hexaoctets 10 puissance 18, zétaoctets 10 puissance 21. Ça veut dire que nous avons généré plus de données qu'il y a de grains de sable sur Terre. Nous avons généré plus de données qu'il y a d'étoiles dans l'univers. Donc vous voyez pourquoi aujourd'hui, même étant là, tout le monde est devant son smartphone, fil d'actualité, les algorithmes, parce que nous avons aussi tous une identité numérique qui est constituée d'une identité déclarante, d'une identité agissante et d'une identité calculée. Donc vous arrivez au moment sur le marché où on parle maintenant de l'espace informationnel. On ne parle plus de l'espace terrestre, ni l'espace maritime, ni l'espace aérien, mais aujourd'hui ce que vous appelez le cloud, c'est l'espace informationnel. Et c'est là où le combat se passe. C'est là où le match se joue. Je voulais donner un peu d'exemples sur les changements que ça génère, parce qu'il y en a qui vous frappent. Vous avez vu qu'une compagnie comme Airbnb est devenue la première chaîne d'hôtels dans le monde, sans hôtel, sans mur. Uber est devenue la première compagnie de taxi, sans véhicule. Bien sûr, ils font des expérimentations
parce que j'en ai suivi quelques-uns à Pittsburgh, en Pennsylvanie, où ils veulent tester des voitures autonomes, des taxis sans chauffeur. Vous voyez ma grand-mère rentrer dans un taxi sans chauffeur? Je ne crois pas. Elle va refuser. On peut aussi parler du Bitcoin, cette crypto-monnaie qui est le cauchemar des banques centrales, mais aussi des notaires, parce que ça repose sur une technologie qu'on appelle la blockchain, vous avez dû entendre parler, qui permet de faire des transactions ultra sécurisées et anonymes. Et bien entendu, vous avez WhatsApp, n'est-ce pas? Avant, c'était Viber, il n'y a pas très longtemps, n'est-ce pas? WhatsApp, les réseaux sociaux. Qui c'est qui alimente les réseaux sociaux? C'est nous. Qui c'est qui prend l'argent? C'est les autres, n'est-ce pas? Il y a 2 jours, l'intelligence artificielle fêtait ses 1000 jours, parce que c'était le 22 novembre 2022, et que ChatGPT était rendu public. Vous êtes tous témoins, on ne peut pas faire une réunion sans parler d'IA. Et quand vous allez dans les pays anglo-saxons, c'est AI. AI, IA. IA, AI. C'est devenu maintenant sur toutes les lèvres. Et bien entendu, ce soir, nous ne vivons pas simplement la clôture d'un programme, mais la continuité d'une idée, d'une vision et d'une promesse, celle d'Aios Solutions, qui relie la formation, le travail et surtout l'humain. Vous êtes très chanceux d'être là, mais vous avez aussi sur vos épaules de lourdes responsabilités. La mobilité internationale, donc dans l'esprit d'Aios Solutions, est un pont entre l'Afrique et la France pour une hospitalité durable et humaine. On est d'accord, la performance c'est bien. On a beaucoup parlé de performance opérationnelle, etc. Mais la vraie performance, c'est la performance globale. C'est celle qui a une dimension économique, une dimension environnementale et une dimension sociétale. N'est-ce pas? La dimension environnementale, vous l'avez vu, c'est le traitement des déchets, éviter les gaspillages, la consommation d'énergie. La dimension sociétale, là, on est dans le burn-out, bore-out et le brown-out. Prendre en compte l'humain. L'humain, si je veux faire une performance durable, il faut que je mette au cœur l'humain. Et pour moi, celui qui incarne ça, il est ici à côté. C'est Hamidou Sow. Hamidou Sow, c'est le leadership humaniste qu'il faut applaudir. Vous êtes les pionniers et les ambassadeurs, on l'a dit, d'une nouvelle manière d'apprendre et de travailler. Je vais donner quelques mots sur le pionnier, le bâtisseur de la confiance. Le pionnier, c'est celui qui trace la voie, qui transforme une idée en réalité durable. Le pionnier, en étant pionnier, vous avez transformé le programme d'une simple idée en mouvement. Vous avez fait d'un lieu ordinaire un espace de confiance. Vous êtes la première preuve de concept. Les anglo-saxons parlent de proof of concept. C'est vous. Votre réussite est la métrique qu'Aios Solutions utilisera pour convaincre les futurs partenaires et les futures promotions. Vous ne réussissez pas seulement pour vous, mais pour tous ceux qui vous suivront. L'exigence, l'héritage de l'exigence, être pionnier, c'est poser le standard de l'exigence pour les promotions futures. Votre travail garantit la crédibilité du diplôme et de la culture d'Aios Solutions. Vous voyez que je m'étends beaucoup. Je continue? Je continue. Vous êtes d'accord? Je continue. Si vous insistez, je continue. Je pense que le peuple a voté. Eh bien voilà. Et là, Madame la Consul, je vais parler du concept d'ambassadeur. Le visage de l'hospitalité durable. L'ambassadeur est le porte-parole vivant de la culture de Aios Solutions et de sa vision d'une hospitalité renouvelée. C'est celui qui représente la marque, je parlerai plus tard de la marque employeur,
Parce qu'on m'a demandé de parler de marque employeur, de gouvernance, mais aussi de parler de soft skills. Hein. À travers les différentes interventions, on a vu que les conditions de réussite reposaient sur ces soft skills. Mais je reviendrai tout à l'heure. Vous représentez une double alliance réussie, celle entre la formation et l'entreprise, celle entre l'Afrique et la France. Chaque succès est une victoire pour ces deux territoires que vous reliez. L'ambassadeur doit être un exemple pour la prochaine génération. Vous êtes désormais les références pour les futurs candidats et les mentors. Vous êtes les porteurs d'une ambition de durabilité et les créateurs de liens entre écoles, entreprises, institutions. Votre rôle est d'enrichir, d'inspirer et de porter haut les valeurs et la vision d'Ayos Solutions. Maintenant, j'aimerais bien vous rendre hommage à nos chers diplômés. Je ne sais pas si la musique est toujours là. Si la musique est toujours là, avant que je leur rende hommage, allez, applaudissez-vous. Ouais. C'est la fête. C'est la célébration. Alors, mon très cher Amidou vous a parlé de Djom et de Ngor. Et moi, j'aimerais aussi insister sur Foule ak Fayda. Vous savez très bien de quoi je parle. Quand vous étiez en situation, il y a des jours sans, il y a des jours avec. Mais qu'est-ce qui vous a permis de tenir? Ils ont parlé d'intégrité, de toutes ces valeurs. Je souhaite rendre hommage à votre courage, à votre intégration rapide et à votre capacité à appliquer les codes de l'hospitalité professionnelle. Votre promotion incarne les valeurs de bienveillance et d'exigence. Vous avez construit votre réussite ensemble, esprit d'équipe et co-construction, ce que j'appelle vers l'intelligence collective. Et là, maintenant, avant de conclure, j'aimerais parler de l'exemple du leadership humaniste. Vous avez compris, notre très cher Amidou Sow, n'est-ce pas? Je vous raconte une anecdote fondatrice. Ma rencontre avec Amidou Sow à Gennevilliers, c'était incroyable. J'étais venu pour passer une nuit d'hôtel là-bas. D'habitude, j'étais dans des hôtels 4-5 étoiles, à Anguin, etc. Je tombe sur Amidou, une nuit. Amidou représente la sincérité, la bienveillance et le management du cœur. Tout ce que les tableaux Excel ne verront jamais. C'est en voyant son leadership humaniste, c'est-à-dire la performance avec l'humain au cœur, et en voyant comment il a pris Djibi sous son aile, que j'ai compris qu'Ayos Solutions avait trouvé sa voie. Et depuis ce jour, je ne rêvais que d'une chose, d'être là avec vous aujourd'hui. Et alhamdoulilah. C'est le modèle de la performance durable que vous incarnez, fondé sur des valeurs solides, le respect des personnes et la fierté d'appartenir à un collectif. Maintenant, je vais parler de passage de témoin. Vous êtes les témoins d'une alliance réussie entre formation et entreprise, Afrique et France, ambition et responsabilité. Vous êtes les bâtisseurs de la confiance. Je vous invite à devenir des passeurs de savoir et de valeurs. Continuez à grandir sans oublier de tendre la main. Et pour conclure, je redis toute ma confiance dans Ayos Solutions, Genesis, à l'école représentée par mon homonyme Biram Sarr, certainement un Sérère. Ah oui, voilà. Moi, je suis Lébou. Là où il y a de l'exigence et de la bienveillance, il y a toujours de la réussite. Bravo à vous. Vous êtes les fondateurs d'une culture d'Ayos Solutions, une culture d'engagement, de respect et d'humanité. J'aimerais rajouter, en écoutant tout le monde, je dirais en conclusion que vous êtes les architectes des sens. Vous voyez, je suis ému, n'est-ce pas? C'est l'émotion.
Vous êtes les architectes des sens, vous êtes les orchestrateurs des intelligences humaines et artificielles. Et vous êtes les bâtisseurs de la durabilité. C'est sur ces termes que je vais conclure, écoutant les questions qui vont venir, mais certainement avant les questions, je crois que je vais obtenir encore une tonnerre d'applaudissements. Merci beaucoup, Biram Gueye. Vraiment qu'on revienne sur cette notion d'humanisme. Ouais. Sur laquelle vous avez insisté. Selon vous, quelles sont les compétences humaines, peut-être 3 que vous pourriez citer, des compétences humaines et relationnelles qui représentent 80% du succès, et comment est-ce qu'on peut les développer concrètement? Ouais. Alors, votre question me ramène forcément à parler des soft skills, hein, parce que c'est 2 mots, hein, soft skills. Si je traduisais, j'aurais dit, il y en a qui disent des compétences molles, des compétences douces. Mais moi, j'aimerais parler de qualité et compétences comportementales. Et je dirais même, je parlerai d'une double dimension, inné et acquis. Les qualités qui sont des traits de personnalité, de comportement qu'on a en nous. Chacun a là. Il y en a qui le développent et d'autres qui ne le développent pas. On reviendra sur comment les développer. Et vous avez les comportements que aussi on peut développer à travers la formation, mais aussi à travers l'expérience. Mais pour bien comprendre ces notions de soft skills, qui répondra à la question, j'aimerais venir sur 4 points, 4 dimensions qu'on vous demande de faire. La connaissance de soi, Sophie, ils en ont parlé avant moi, la connaissance de soi, la solidité personnelle, la gestion du stress, n'est-ce pas? Vous avez aussi la notion de réflexivité. Après chaque expérience, vous allez vous regarder dans le miroir et être fier de ce que vous avez fait dans la journée. Qui rejoint un peu aussi l'éthique. Hein? L'éthique que je place entre ce que je veux faire, ce que je peux faire et ce que je dois faire. N'est-ce pas? Nous tous, on est confrontés à des dilemmes éthiques dans nos tâches, dans l'exécution de notre travail tous les jours. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est le côté relationnel, c'est-à-dire l'empathie, le fait de l'intelligence émotionnelle, l'écoute, indispensable dans les métiers de l'hôtellerie aujourd'hui. Le troisième point, je parlerai d'action, d'efficacité, le faire. C'est là où on est, la prise de décision. C'est là où on est dans les résultats. Parce que vous avez vu, contrairement à certaines entreprises sénégalaises, ici, les entreprises, il y a un moment, il n'y a que les chiffres qui parlent. Ah ouais, chiffres. Je dis toujours, results oriented. Il y a un moment, on vous donne des objectifs, vous avez le droit de discuter, demander des moyens. Mais au moment où on fait le point, on regarde les chiffres. N'est-ce pas, Amidou? Amidou a confirmé. Et il y a une dernière dimension qui est la dimension cognitive, la créativité, n'est-ce pas, l'agilité. Vous voyez, aujourd'hui, nous sommes dans un monde de digital. Le digital nous pousse à être créatifs. On parle d'obsolescence des technologies. Il y a beaucoup de technologies aujourd'hui. Les compétences techniques, ça disparaît. Personne ne vous recrutera parce que vous maîtrisez Excel. On est d'accord. Mais on vous recrute par rapport à vos qualités et compétences comportementales. L'humilité, moi je dirais, la rigueur. Les deux. L'humilité, c'est ça qui vous amène à, je crois que je vais anticiper certaines questions, le feedback, 24 heures. Osez aller voir votre supérieur pour demander un feedback. Et aussi, l'autre élément qui est très important sur ces soft skills par rapport à ce monde digital qui nous entoure, c'est qu'il faut qu'on soit agile. Parce que les entreprises, aujourd'hui, vous avez vu, ils ont des organigrammes aplatis. J'ai parlé d'un monde flou, changeant, etc. Donc, quand on a ces différents éléments et qu'il faut maintenant aller de l'avant, il faut tout simplement travailler
ce côté adaptabilité, personnalité. Pour moi, c'est les soft skills qui permettent, mais ça s'entraîne. Hein. Ça s'entraîne. Moi, mes enfants, j'ai que des filles. D'ailleurs, samedi, je vais voir ma première petite fille aux îles Canaries, n'est-ce pas, Belkis. Après les études, il faut aller faire de l'humanitaire ou vous engager dans la vie associative. C'est comme ça qu'on peut développer ces soft skills. Est-ce que j'ai répondu à la question? Parfaitement. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On va peut-être prendre des questions s'il y a dans le public. Pas de questions? Il y a forcément des questions. Faut Sur pas la être timide, hein. gouvernance, sur la marque employeur. Je suis prêt, moi. Ah, j'ai beaucoup de choses. Moi, j'aurais peut-être une question, du coup, Ouais, par rapport à l'intelligence artificielle, ouais. justement, qui pourrait transformer certains métiers. Comment ça se passe dans le domaine de l'hôtellerie? Comment est-ce qu'on se prépare à ça, sachant Je que c'est pense déjà que- actuel? Ouais, je pense qu'il y a l'intervenant qui est passé, qui a travaillé avec Djibril, là. Il l'a mentionné. Hein, il y a des, vous le voyez, il y a des métiers aujourd'hui, vous voyez, 70% des revenus des entreprises ici en France, c'est lié aux services. Donc on a une économie qui s'est tertiarisée. Je ne vais même pas dire qui se tertiarise. On a une économie qui s'est tertiarisée. Et quand on est dans ces métiers de service, le service, c'est la connaissance. Et la connaissance, c'est l'humain. La connaissance, c'est l'école. C'est vous-même. Donc, du fait que les entreprises aujourd'hui ont 70% plus de 70% des revenus qui sont liés au service, il faut travailler le côté humain. Donc, c'est vous-même qui devez aujourd'hui répondre en apportant la différence qui se fera par une marque employeur forte, c'est-à-dire des valeurs, des promesses, n'est-ce pas? Parce que la marque employeur, c'est ça qui permet à l'entreprise de séduire des talents, de les recruter, de les motiver, mais aussi de les fidéliser. Donc pour moi, dans l'hôtellerie, on voit déjà que l'intelligence artificielle est arrivée dans la phase qu'on appelle avant, parce que vous avez, si vous regardez le cycle d'activité du client, avant, pendant et après, vous voyez que le avant, aujourd'hui, l'IA est en train de mener un combat monstre. Les algorithmes, pour aller surfer dans nos identités numériques, pour pouvoir comprendre vos habitudes de consommation, et puis vous proposer la bonne offre au bon moment que vous ne pouvez pas résister. Donc l'IA, je pense qu'il est là pour nous accompagner. Hein. Donc il faut le prendre comme un assistant, mais il ne faut pas avoir peur de l'IA. Comme on dit, il faut vivre avec son temps. Il faut vivre avec son temps, absolument. Une autre question, du coup, Des questions? qui s'adresse à tout le monde. Ouais. Bonjour tout le monde. Bonjour. Merci beaucoup pour ce très beau panel. Franchement, je suis ébahi par la qualité des intervenants et intervenantes. Je voulais juste vous dire merci et je voulais savoir, c'est-à-dire quel conseil donneriez-vous aux étudiants qui veulent rester après les études en France, c'est-à-dire les étudiants étrangers? Ouais. Moi, j'ai eu à traiter, quand j'ai préparé cette cérémonie, hein, donc la première édition, donc cérémonie qui va rester dans l'histoire, j'ai vu, quand je préparais, j'ai un peu comparé, moi-même étant d'une génération des années 70, j'ai eu mon bac en 1979, je suis passé par l'école polytechnique de Thiès avant de venir ici, et voyez-vous, je suis à la retraite. Donc, j'ai quelque chose qui me manque dans mon CV, c'est que je n'ai jamais travaillé pour la fonction publique de mon pays, le Sénégal. Et ça manque. Ça, c'est un honneur. Hein, je pense que Madame la Consul peut le témoigner. Avoir cette chance de travailler pour son pays, c'est extraordinaire. J'ai même un moment comparé ça au mercato. Au mercato, des fois, je me prends pour Mbappé, quoi. C'est-à-dire qu'on me recrute à gauche, à droite. Quand on me recrutait, je demandais des bonus. En me recrutant, je demande un bonus, on me le donne, en plus.
Donc, mais moi je dis que cette mobilité internationale ne doit pas être une chaîne de perte. Elle doit être une chaîne de valeur. On ne peut pas former nos jeunes pour que d'autres s'en servent. Mais l'expérience qu'on a ici de cette mobilité, je vous donne un chiffre. Hein. Aux États-Unis, 549 prix Nobel ont été gagnés par les États-Unis. Plus de 35% étaient gagnés par des personnes d'origine étrangère ou des immigrés. Est-ce que si ces personnes-là étaient restées chez eux, ils auraient eu le prix Nobel, mon cher Biram? Je ne suis pas très sûr. Donc, on est obligé aujourd'hui, et ça, bon, on ne va pas remonter à l'histoire, mais l'être humain, il est fait pour bouger, l'être humain, il est fait pour se déplacer, mais il y a quelque chose d'essentiel, c'est le cœur. Donc, vous devez aimer votre pays et puis avoir ce qu'on appelle de l'agency. Vous voyez, l'agency, c'est encore plus fort que l'entrepreneuriat, l'entrepreneurship. C'est cette capacité aujourd'hui, une fois que vous avez terminé, de prendre les initiatives vous-même. C'est de faire vous-même. C'est ce que je conseille aux jeunes. On ne peut plus attendre à la fin des études qu'on nous fait passer par des pistes classiques pour nous trouver un emploi. De toutes les façons, vous verrez bientôt que l'emploi salarié, ça va jusqu'à un certain niveau. Donc, le terme que vous retenez sur cette très belle question qui a été posée, c'est cette notion d'agency. Agency. On a essayé de trouver l'équivalent en français, mais jusque-là, on n'a pas trouvé. Donc, je vous le dis, il faut de l'agency, le gnac. Voilà. Merci beaucoup. Bonjour. Je voulais déjà vous féliciter. Bravo. Alors, moi, ma question, c'est, vous avez accompagné ces jeunes, début, pendant et à la fin. Mais maintenant, quand ils ont signé leur contrat, leur CDI, est-ce que vous les avez bien accompagnés? C'est-à-dire, maintenant, ils sont qualifiés. Est-ce qu'ils ont eu des bons salaires? Moi, c'est ça ma question. Voilà. Alors, je pense que c'est moi qui ai négocié, pour tous ceux qui ont obtenu des promesses d'embauche, c'est moi qui ai eu à négocier les salaires. Et je pense que... alors, est-ce que j'ai bien négocié ou pas? Et qui répond? Attends, j'arrive à aller. Qui répond? Qui veut répondre? Qui veut répondre? J'ai bien négocié ou pas? Bon. Écoutez, il y a une grille salariale dans le domaine de l'hôtellerie, hein, dans ce qu'on appelle les HCR, donc hôtellerie, café, restauration. Donc il y a une grille salariale. Et je peux dire que le groupe Louvre, quand même, par rapport à cette grille salariale, je pense quand même sont un peu en dessous de la moyenne. Voilà. Donc, je pense qu'on est aux alentours de... Bon, un bon Sénégalais ne dit pas de salaire. Mais bon, voilà. Mais quand même, pour vous dire que, voilà, c'est plus que le normal. Je voulais lui passer le micro. Mais il y avait une deuxième main là-bas. Il y avait une deuxième main qui s'était levée par là-bas. Ah, ok. Et du coup, après, monsieur, on en arrive à vous. Par rapport à ce que vous venez de dire, en fait, je suis d'accord avec vous. Dans le sens, moi, c'est plus que des stagiaires. Enfin, Alphonsine surtout parce que je prends l'américaine. Et moi, j'ai pris... Vous pouvez prendre le micro si vous voulez. Hein. C'est-à-dire comme quelqu'un, un collègue embauché en CDI, qui a besoin d'une formation légère en réception, il avait déjà tous les codes étaient acquis, etc. Après, je pense que ce serait la place de l'employeur, justement, comme vous le signalez. C'est-à-dire l'employeur de l'hôtel.
d'écouter les équipes, les adjoints, etc., qui signalent justement ces bons éléments. Et pourquoi pas une enveloppe méritante, parce qu'il y a eu un travail de qualité, et je pars du principe qu'un travail de qualité doit être récompensé. Sinon, on ne motive pas, et on galère, et c'est important. Ok. C'est important de revaloriser le travail. Une main s'était levée par là. Bonjour à tout le monde. Alors moi j'aurais juste une question par rapport donc à vous monsieur qui me tournait le dos, je crois que c'est Djibril, c'est ça? Djibi, autant pour moi. Pour les personnes qui aujourd'hui malheureusement n'auront pas trouvé leur emploi ici en France, quelle est la suite pour eux? Écoute, je pense que déjà, nous avons fait tout de notre possible pour que tout le monde... Je ne m'entends pas très bien. Allô? Oui. Voilà. Je vais me lever. Donc, on a fait tout de notre possible, tout ce qui a été en notre possession pour que tout le monde puisse avoir un CDI derrière. Mais ce n'était pas ça le but. Ok. Ça aussi, c'est ça. L'objectif de base, ce n'est pas d'avoir un CDI en France. L'objectif de base, c'est de venir en France, après avoir reçu une excellente formation de la part de M. Sarr, de rentrer au Sénégal et de contribuer au développement économique du pays et le secteur du tourisme. C'est ça l'objectif de base. Maintenant, ils viennent en France, ils font des stages, ils sont excellents. Ce que Nicolas Sarkozy a appelé le brain mind. Mais écoutez, on leur propose des contrats, ils ont envie de rester, mais ils restent. D'accord. Nous, on n'a pas une obligation de leur trouver un CDI en France, mais on a une obligation, et ça c'est moral, pas contractuel, une obligation morale de les suivre après le stage et de pouvoir les insérer, de les accompagner dans leur insertion professionnelle, que ce soit en France, au Sénégal, au Canada ou en Guinée-Conakry. Peu importe le pays. L'essentiel, c'est qu'on puisse les accompagner, qu'ils s'en servent. Alors... Et juste par rapport à l'accompagnement... Alors, laissez-moi juste une seconde. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on a fait? Ils ont fait un bon travail. D'accord. Leur hôtel, il y en a 10 ou 9 qui sont restés dans leur hôtel respectif parce qu'ils ont fait un bon travail. Ils n'ont pas voulu les lâcher. Il en reste 6 ou 7. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait quoi? On a des partenaires en France et au Sénégal. Le King Fahd Palace, il y a les JOJ avec lui, Lamotte. Je suis en contact avec lui. Il y a le King Fahd Palace de Dakar et d'autres hôtels. On a envoyé leur CV. Donc, une fois qu'ils seront à Dakar, on va les appeler. Mais aussi, nous avons transmis leur CV à des hôtels et des restaurants en France. Sylvain, qui est là, a recruté parmi les stagiaires un cuisinier qui est là et il ne faisait pas partie du projet. D'accord. Voilà. Et pour finir, ils ont fait des entretiens le vendredi. Ce matin, ils devaient faire des entretiens avec d'autres hôtels qui ne sont pas du groupe, Louvre, avec d'autres hôtels, Ibis, etc. Ça ne s'est pas concrétisé parce qu'il y a eu quelques soucis de dernière minute. Ils vont faire les entretiens soit après cette cérémonie ou une fois à Dakar, mais il y a des entretiens de prévus. Et nous allons continuer à les accompagner, voilà, mais l'objectif, c'est de se former, et je vais finir par là, et de s'insérer. Et peu importe le lieu d'insertion. Bah écoute, désolé. Merci à vous et en tout cas, félicitations à vous. Une main s'était levée là. Bonjour, merci à tous. Est-ce que vous pouvez vous lever, s'il vous plaît? Voilà, merci. Je pense qu'il a déjà posé la question que je voulais poser. Et je voulais juste dire, en fait, c'est pas parce que vous repartez au Sénégal et que vous n'avez pas de CDI que ça veut dire que c'est un échec. Absolument pas. Moi, je pense que c'est une très grande opportunité que vous avez. Et on ne sait jamais, ça se peut que d'ici 5 ans, 6 ans, vous serez, je sais pas, vous allez créer des restaurants, de grandes choses. Donc, pour moi, c'est pas un échec. En tout cas, moi, je le vois comme pour moi, c'est pas un échec. Et même pour les personnes qui sont restées ici, ça se passe avec le temps. Et je sais qu'il y en a plusieurs qui sont restés, ils vont gagner en compétences, mais je sens qu'il y a plusieurs qui vont repartir parce qu'ils vont prendre ce qu'ils ont appris là, ce qu'il y a au Sénégal pour nous créer de grandes choses là-bas. Et on viendra, c'est sûr, aux hôtels que vous allez créer au Sénégal. Donc moi, je suis trop fière de vous. Et ma question aussi, c'est par rapport aux gens qui vont rester, ils ont des CDI, mais qu'est-ce qui va se passer après? Parce que ça se peut, au final, au bout de 6-7 mois, ils ne sont pas bien. Est-ce qu'il y aura des accompagnements pour ces personnes qui vont rester là, même s'ils ont un CDI et qu'ils ont signé un contrat? Est-ce qu'ils vont être aussi suivis? Alors, une obligation morale. Toujours, là c'est la morale qui parle,
Et voilà, donc, oui, j'ai négocié leur contrat. Et la procédure pour revenir en France, pour ceux qui ont un CDI, je m'en occupe personnellement, avec mon équipe, M. Diouf. Donc, s'ils reviennent, il y aura un accompagnement. Bien sûr, ça ne sera pas voilà, comme l'accompagnement qu'ils ont actuellement, mais nous allons les accompagner, les conseiller, et surtout, s'il y a des soucis, voilà, en tant que, voilà, s'il y a des soucis qu'ils auront dans les premiers mois de leur contrat, nous allons les accompagner et même profiter de la brèche pour parler de l'avocate qui vient d'arriver, Madame Tania Chembo. Tu peux te lever. Et avec Madame Tania Chembo, nous avons un contrat qui nous lie. Donc voilà, elle avait signé des contrats avec tous les stagiaires, qui est une avocate au barreau de Senlis, spécialiste dans le droit du travail, qui aussi, s'il y a des soucis, moi, je vais contacter Madame Chembo et ensemble, nous allons voir ce qu'il faut. Voilà, nous n'allons pas vous lâcher. Voilà, après, ça ne sera pas sur 10 ans, pas sur 5 ans. Voilà, mais sur 12 mois, nous allons, à votre retour, 12 mois, nous allons vous accompagner pour que, vraiment, voilà, vous puissiez vous installer tranquillement, etc. Et ensuite, bah, comme de grands... voilà, gérer votre vie tranquillement. Je pense que ça va être la dernière question et puis on va passer à la remise des diplômes. Oui, ça sera juste la dernière question. Y aurait-il un projet mentorat pour ces étudiants? Admettons, si aujourd'hui ils sont présents en France, y aura-t-il peut-être des personnes qui pourront les accompagner par rapport à leurs aventures? Parce que moi, je suis prêt à être un mentor, si possible. J'allais en venir. Je pense qu'il faut développer aussi le réseau familial. Donc ça aussi, ça peut être une grande aide parce que nous aussi, on est une structure, on n'est pas beaucoup. On peut suivre et former, accompagner les jeunes durant, je pense que 12 mois. Je tiens à préciser aussi, cet accompagnement, il est gratuit. Mais par la suite, je pense que nous aussi, quand on venait d'arriver en France, écoute, on n'a pas eu cet accompagnement, mais on a travaillé sur l'intégration et l'insertion. Donc ça aussi, je pense qu'il faudrait le préciser. Là, on a vu le changement sur les vidéos quand ils venaient d'arriver et maintenant. Donc, vous voyez le changement. Donc là, je pense qu'ils ne sont pas tout à fait autonomes, mais moi, je ne me plains pas. Donc, au-delà de ces 12 mois, je pense qu'ils pourront voler de leurs propres ailes. Merci, M. Diouf. Oui, M. Gueye, vous voulez rajouter quelque chose? Pour renforcer, parce que Séni était mon étudiant en master. Et vous voyez, je suis très fier quand je le vois incarner ce que je vous ai dit. Agency. Agency. La balle est dans votre camp. C'est à vous de vous organiser. Il y a des programmes des alumni, n'est-ce pas? Vous avez une marque maintenant qui vous accompagne, une prestigieuse école. C'est à vous de vous organiser. Quand vous êtes ensemble, vous devenez indestructible. Mais ce qui n'est pas bien, c'est d'attendre toujours que ça vienne d'ailleurs. Ça ne viendra pas. On peut attendre, on peut s'énerver, on peut se stresser. Quand on a fait des études, l'école, ça modifie en vous des variables comportementales. Ils vous ont pris la photo avant et vous avez vu la photo après. Vous n'êtes plus les mêmes personnes. Moi, je suis séduit. D'ailleurs, les familles derrière, c'est eux qui devaient faire du bruit pour vous. Vous ne devez pas rester comme ça. Ben oui, c'est à vous de l'organiser. Merci, Céline. Moi, je voulais juste revenir sur ce sujet qui revient souvent. C'est ni plus ni moins que ce qu'on appelle la fuite des cerveaux, tout simplement. Donc, c'est une question pour moi qu'il faut prendre de manière très décomplexée. C'est des choix de vie, c'est des opportunités à saisir, tout simplement, parce que cette mobilité permet en fait de pouvoir être dans des structures pour pouvoir toujours évoluer professionnellement, parce que ça se trouve... D'ailleurs, même en France, elle est bien encouragée, en fait, cette mobilité. Le fait de rester tout le temps sur le même établissement, à un moment donné, on a l'impression de tourner en rond.
Donc, à plus forte raison, quand on est au Sénégal et que les conditions ne sont pas toujours réunies pour pouvoir évoluer professionnellement. Et parlant par expérience aussi, le fait de pouvoir évoluer sur la chaîne d'évolution, en tant qu'employé, jusqu'à avoir demain des responsabilités de futur directeur d'hôtel ou directrice d'hôtel, ben, les opportunités sont très limitées au Sénégal. Je pense que c'est une question qu'il faut prendre de manière très décomplexée. Et d'une part, et deuxièmement, il ne faut pas non plus trop demander à IOS Solutions. IOS, déjà, sur leur première expérience, ils ont dû faire beaucoup de choses qui n'étaient pas prévues à la base. Et je pense qu'ils vont s'améliorer de promotion en promotion pour proposer des accompagnements comme les tutorats le mentorat que le monsieur propose tout à l'heure. Ça peut être de bonnes choses. Forcément, je pense que c'est une question qui est ouverte dans l'évolution de l'entreprise pour pouvoir répondre en fait à des problématiques qui parfois peuvent être utiles pour les stagiaires, pour eux-mêmes. Mais il faut être très décomplexé. Hein. Un médecin qui est au Sénégal qui ne peut pas pratiquer sa discipline parce que les infrastructures sont ailleurs, ben, il a plus intérêt pour développer ses compétences ben, à changer de pays. C'est dans tous les domaines, ce n'est pas que dans ce métier d'hôtellerie, dans la médecine, dans tous les domaines. Donc il faut pas... faut un peu positiver les choses. Et puis, une dernière chose, je m'en arrête là, faire confiance aux jeunes. Il faut leur faire confiance, ils sont capables de se débrouiller demain, ils sont capables, ils n'ont pas besoin d'être assistés, ils ont juste besoin qu'on leur fasse confiance. Merci. Bernadette. Je voudrais rajouter quelque chose pour votre développement de carrière. Tout à l'heure, je ne l'ai pas dit, mais je pense qu'il faut que vous ayez conscience de vos montées en compétences et que vous mettiez en œuvre dans l'avenir, éventuellement, de la validation des acquis de l'expérience. Parce que tout ce que vous allez développer, que ce soit ici ou au Sénégal, la VAE existe aussi, et vous pourrez rentrer dans ces dispositifs dans l'avenir pour justement monter en certification. Ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est qu'il y avait des profils très variables parmi vous, et donc certains avaient des masters, marketing, je me souviens, d'autres c'était le BEP, après un BTS, c'était très variable. Mais en fait, pour vous monter en compétences et aller vers des responsabilités dans l'avenir, il faudra cibler des certifications professionnelles ou des diplômes, reprendre des études éventuellement pour justement accéder à des postes à responsabilité. Et ça, je vous le conseille vraiment de tout cœur et je vous souhaite de tout cœur de le réussir. Et même si vous restez en France, vous allez avoir des droits à la formation continue, puisque moi je travaille la formation tout au long de la vie avec mes étudiants. Et en fait, vous allez avoir des droits financiers ouverts. Déjà là, vous avez perçu des salaires. Donc, vous avez un compte qui va être ouvert sur moncompte.gouv.fr dans l'avenir. Et donc, vous aurez des droits à la formation professionnelle aussi. Alors, je pense que c'est ouvert aussi même pour les jeunes venant de l'étranger. À ma connaissance, Tania pourra le confirmer aussi, mais c'est des perspectives en fait d'avenir pour vous. Mais surtout, continuez de vous former. On parlait de l'IA. Certains disent l'IA va remplacer tout. Non, non, l'IA ne remplacera pas tout du tout, parce que l'avenir va être ouvert à ceux qui vont continuer d'apprendre, de lire, d'aller chercher les sources des penseurs. Voilà. Oui, pardon. Oui, mais pardon, oui, excusez-moi. Tout à l'heure, je n'ai pas voulu non plus vous heurter en disant que je faisais attention à ce que les entreprises, parfois, ne profitent pas des jeunes, parce que pour moi, c'est dans des dispositifs gagnant-gagnant. Et là, je trouve ça extraordinaire ce qui s'est passé. Voilà, je ne voulais pas vous heurter, mais... Non, mais parce que j'ai réalisé que parfois dans l'émotion, quand j'entre dans des dispositifs, j'ai accompagné tellement de jeunes en lycée professionnel, oui, mais avec beaucoup de cœur, oui. Oui. Pardon. D'une formation hôtelière, etc. J'ai eu un bac normal, lettres et langues. Je me suis cherchée à l'université parce qu'en fait, j'avais pas de difficulté à apprendre, mais je savais pas trop ce que je voulais faire. Et j'ai commencé à faire des saisons pour me faire un petit peu d'argent. Et en fait, je suis tombée amoureuse de ce métier.
Et j'ai fait les chambres, je suis devenue gouvernante. J'étais serveuse, je suis devenue responsable de salle. Je suis adjointe de direction, je pourrais devenir directrice, mais justement, côté directeur, ne m'intéresse pas. Parce que pour moi, il manque ce contact avec le client, le contact avec les équipes. Et voilà, donc... Et c'est pas un CDI qui fait une vie, surtout dans ce milieu-là, c'est faut bouger, faut aller faire des saisons d'été, d'hiver, faut aller à l'étranger. Agency. Merci. Ok, merci beaucoup. Bon, je vais rebondir tout à l'heure par rapport à ce que M. Sow disait, à travers une anecdote que j'ai eue avec le ministre du Tourisme. Bon, quand je lui faisais un compte rendu de ce projet à son bureau, bon, moi j'avais quand même mis un petit bémol, parce que personnellement, je m'étais dit aussi que est-ce que c'est intéressant aussi de former les jeunes et puis après, voilà, de les ventiler tous à l'étranger. Bon, je lui ai fait la même remarque. Bon, il m'a dit, Sarr, ces jeunes-là, le salaire qu'ils vont gagner en France, ça va aller où? Je dis, ben, une partie est dans leur famille au Sénégal. Il me dit, écoute, si tu peux amener tout le monde, amène-les à l'étranger. Donc, c'est juste pour vous donner une idée de la vision des nouvelles autorités par rapport à l'insertion des jeunes. Mais j'avoue quand même que par rapport à notre partenariat avec IOS, c'est assez particulier. Parce que, comme l'a dit quelqu'un tout à l'heure, je pense qu'ils ont fait plus. Moi, personnellement, à un certain moment, je me sentais un peu mal à l'aise. Parce que je sais qu'ils ont fait plus que ce qu'on s'était dit au début. Bon, c'est normal, c'est des Sénégalais. Après, il y a la fibre patriotique. Et d'ailleurs, il y a moins de 2 semaines, j'ai un partenaire, je ne sais pas par où il a eu le contact de l'école, du Canada, qui m'a contacté pour dire qu'il veut recruter au niveau de l'école. Presque 62 profils disséminés dans presque toutes les provinces anglophones. Mais, il y a un grand mais, j'ai constaté que dès le début de la communication, il a mis l'accent sur la paye, c'est-à-dire ce que les étudiants devraient payer. Et en tant qu'institution nationale, moi, je ne peux pas m'engager personnellement à faire payer des étudiants quand même 2 000 ou 3 000 $ canadiens pour qu'ils cherchent un visa et puis partir travailler au Canada, où j'ai vécu, je connais aussi les conditions là-bas. Donc, c'est en stand-by, mais c'est juste pour revenir au concept d'agentivité, agency, qu'il a mentionné, c'est-à-dire à un certain niveau aussi de votre parcours, il faut que vous soyez proactif. C'est-à-dire vraiment que ce soit à l'école, IOS, pour moi, tout le monde a fait de son mieux pour vous tenir l'étrier. Mais le reste, vraiment, c'est vous qui devez le faire. Et moi, personnellement, j'ai confiance en vous. Moi, je suis sûr que même la plupart d'entre vous, peut-être ils peuvent venir ici, rester ici quelques années, mais tôt ou tard, beaucoup vont revenir au Sénégal. Et moi, j'en suis une preuve palpable. Ces 10 dernières années, les 5 dernières années, j'étais aux îles Canaries, où j'ai eu mon doctorat. Les 5 dernières, j'étais au Canada. Et l'année dernière, je suis revenu en vacances. On m'a nommé directeur de l'école et je suis resté. Donc, ça veut dire que, bon, à la fin de la journée, on va tous revenir au Sénégal. Maintenant, après, chacun a une propre vision de son parcours professionnel, comment il veut l'organiser. Ça, c'est voilà, à la convenance de chacun. Mais moi, je vous encourage à être surtout proactif et puis avoir de l'entre-gens, développer de bons réseaux. Et au finish, je pense que tout le monde s'en sortira, que ce soit en France, au Sénégal, au Canada ou ailleurs. Merci beaucoup. Merci à tous. Il est 17h15.